Bonjour André Moreau. Bonjour Nicolas Lehoux, président du mouvement jovialiste à vie. Merci de me recevoir aujourd'hui pour cette journée très chaude d'été 2020. J'ai une question qui me brûle. Ça fait suite un peu à l'entrevue que j'ai fait avec toi la dernière fois où tu as parlé, entre autres, je n'attaque pas, je ne défends pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Oui. Tu l'avais quand même bien expliqué. Et cette semaine, quand j'ai parlé avec toi, je t'ai demandé mais quel est le sens de ce qui se passe présentement? Et tu m'as juste dit, je pense que ça va durer 10 ans et toi, tu la nommes la première vraie pandémie. Alors, tu as vraiment attisé ma curiosité. Quel est le sens de ce qui se passe présentement? D'abord, je vous remercie tous d'être à l'écoute. Et je veux vous dire que, étant un jovialiste, c'est sûr que je ne vois pas les événements sociaux ou mondiaux de la même façon qu'un chrétien ou un marxiste. Ma vision est une vision essentiellement positive et je pratique à temps plein l'usage positif du négatif. Donc, au point de départ, je ne vois pas dans une pandémie, une sécheresse, une pénurie, une catastrophe, un élément négatif, puisque je vais m'en servir. Ma question ici est de me dire comment vais-je me servir du coronavirus. Au point de départ, mon approche est accueillante. J'accueille le coronavirus. Il ne me ressemble pas. Il est possible que des gens vont tomber comme des mouches et semble-t-il, c'est parti pour devenir une pandémie très virulente. Mondialement incontrôlable. Tout ceci fait mon affaire. Et je vais vous dire pourquoi. Et après ça, vous allez pouvoir vous demander comment moi je pourrais utiliser le coronavirus. Alors, dans mon cas, d'abord, premièrement, j'ai suivi le mouvement naturel des choses. Il y a 3 mois et demi, voilà que je ne peux plus recevoir les gens, soit chez moi, pour donner des exposés devant public, soit dans des salles. Mon raisonnement est, c'est formidable. Vous savez que je vais avoir 80 ans. Vous savez que je suis en forme, mais je ne peux pas me permettre d'abuser de ma forme. Et vous savez aussi que je suis, comment pourrait-on dire, un oisif de nature, mais très attentif à ce qui se passe autour de lui. J'ai vu une belle occasion d'augmenter le débit de ma production philosophique et mon éditeur, qui n'a plus beaucoup de travail à cause de la pandémie, s'est consacré à mon œuvre, si bien que je produis des briques comme la plus récente, dont je ne vous ai pas encore parlé, Itinéraire solaire, un livre de 1200 pages. Alors, ensuite, j'ai regardé autour de moi. Est-ce que mes amis sont toujours là? Oui. Soyez attentifs aux ouvertures qui vont se produire. Il y a des ouvertures temporelles, il y a des ouvertures intemporelles, et il y a des ouvertures extratemporelles. Au moment où je me posais la question comment rejoindre tout le monde, puisqu'ils ne viennent plus chez moi, quelqu'un est arrivé avec la suggestion, je pense que tu m'en avais parlé, ou tu en avais parlé à Jackie, Bruno m'en a parlé, que je pouvais faire des échanges très faciles sur Zoom. Tout mon public a répondu « présent ». Ça, là, et là-dessus, il y en a quelques-uns qui viennent d'Europe ou d'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coronavirus vient de me faire passer du local à l'international. Mais je suis ravi.
j'avais de la misère à cause de mon âge de veiller tard lorsque je recevais des gens chez moi. Eh bien, maintenant, je me couche tôt et j'enregistre mes exposés dès 17 heures chaque lundi. Alors, donc ça m'avantage tout ça. Ne me couchant pas plus tard, les 2 journées où je faisais des exposés, mon sommeil s'en trouve avantagé. Je ne mange plus avant de me coucher, comme lorsqu'on allait au restaurant. Donc, les affaires sont bonnes. Maintenant, j'ai ma petite façon de voir les choses. On sait que ça fait 3 mois que c'est devenu une obsession nationale et même internationale de porter le masque. Moi, je ne suis pas trop porté à respirer mes propres microbes. Vous savez ce que ça veut dire, un masque? C'est que quand vous exhalez l'oxygène utilisé, il est mort. Et ces particules mortes dans votre masque, vous mettez à les respirer à nouveau. Il n'y a pas de recyclage. On va s'apercevoir progressivement que si les gens tombent malades, c'est qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes. Alors évidemment, je n'irai pas dire ça à la télévision. Regardez ce qui se produit lorsque quelqu'un veut aller contre le courant de la pensée dominante. Il va se faire jeter hors de studio, on va appeler la sécurité, il va y avoir un brouhaha, et qu'est-ce que cela va donner? Comment pourrais-je appeler ça? Une atmosphère anarchique. Attention, une atmosphère anarchique, ça ne vient pas uniquement d'une révolution. Ça peut venir, par exemple, des mouvements qui favorisent la propagation d'attitudes anti-vie. Regardez à l'heure actuelle, tout le monde font, comme on dit, haro sur le baudet, mais là, c'est haro sur le racisme. Mais, d'abord, premièrement, moi, je prends pas tout, je gobe pas tout ce qu'on raconte, hein. Comme si les autorités avaient le monopole de la vérité. Est-ce que vous savez qu'à l'époque où le Québec était menacé d'assimilation, et c'est le racisme qui a sauvé le Québec? Mais oui, on disait qu'il fallait sauver la race canadienne-française. Et le chanoine Groulx avait même écrit un livre, L'appel de la race. Et le concept de racisme était très positif. Alors, une des choses que m'apprend une épidémie comme le coronavirus, c'est que, vous ne devez pas croire tout ce qu'on vous dit. 2, les gouvernements vous mentent, et ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas vous fonder sur mes propos pour faire une révolution. 3, quelle est la meilleure attitude devant les rumeurs, les bobards, etc., surtout lorsqu'ils vous sont débités à la télévision sur un ton paternaliste où quelqu'un vous répète jour après jour « ça va aller mieux, ça va aller bien », eh bien, vous savez, ça va aller pire, mes amis, ne vous affolez pas. Vous savez, le sort des individus volontairement conscients et éveillés est très différent du sort des masses. À l'heure actuelle, attention, vous entendez dire à la télévision et sur les médias sociaux qu'il nous faut l'égalité pour tous. Hein, là, à l'occasion de la fête nationale des États-Unis du 4 juillet, on a dit « tous les hommes sont nés égaux ». Voilà un gros mensonge. Tous les hommes ne sont pas égaux.
Il y en a qui, au point de départ, sont défavorisés par leur santé, par leur immunité. D'autres sont défavorisés par leur intelligence. Et oui, d'autres sont défavorisés par leurs avantages sociaux, ou leur manque de talent, ou leur pauvreté. Mais voyons donc, au point de départ, tout le monde naît inégal. Mais là, on vous coule dans l'oreille massivement l'idée que tous les hommes sont égaux, ce qui est faux. Ils ont des équivalences en droit. Mais humainement, voyons donc, on ne peut pas trouver de race plus inégale que la race humaine. Oui. Dernièrement, je parlais avec toi, puis tu m'avais dit que tu avais cherché dans l'histoire un équivalent à ce qui se passait aujourd'hui. Tu l'avais seulement trouvé à Atlantide ou Atlantis. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu vois comme parallèle? D'abord, premièrement, il y a déjà eu des épidémies dans l'histoire. On sait qu'à l'époque de Rome, il y a eu du sida à Rome. En Chine ancienne, on a retrouvé sur des squelettes des traces du sida. Il y a eu des épidémies de sida en Chine ancienne. Bon, donc, quelle est la caractéristique de la pandémie d'aujourd'hui? C'est qu'elle est mondiale, mais pas seulement sur le continent européen ou asiatique, mais sur le continent américain nord et sud, en Afrique, elle est mondiale. Donc, un phénomène mondial qui serait une catastrophe universelle. Ça remonte à quoi? À mon avis, ça doit remonter au déluge, qui a été associé à une modification dans l'écorce terrestre et à la disparition de l'Atlantide. Il y en a qui vont dire « l'Atlantide, c'est un mythe ». Ne nous affolons pas. Il y a beaucoup de gens intelligents qui ont trouvé des traces de l'Atlantide. Et à travers le monde, il y a peut-être 600 villes submergées d'une très haute antiquité et qu'on peut observer avec des instruments modernes. Avant de dire que l'Atlantide n'a jamais existé, demandez-vous ce que font ces villes sous l'eau, du côté des Açores, du côté de la Méditerranée, de la mer Égée, du côté de l'océan Indien, au nord-ouest de l'Inde. Et demandez-vous ce que font des mollusques des fonds sous-marins à 3500 pieds d'altitude, près du lac Titicaca, je pense que c'est au Pérou. Ils font quoi, ces mollusques-là, en haut? Ben, c'est simple. La croûte terrestre, à certains endroits, s'est élevée, mais alors très haut dans le ciel, avec des poissons et des animaux marins. Et ailleurs, elle s'est affaissée, très bas dans les profondeurs de la mer. Il y a eu des cataclysmes. À l'heure actuelle, n'oubliez pas, avant notre époque, on n'a pas eu une économie mondiale. N'est-ce pas? On a eu des économies locales. Alors aujourd'hui, on a une pandémie vraiment mondiale, on a un crash boursier vraiment mondial, et on va avoir des conséquences mondiales très graves. 6 millions d'avions cloués au sol, et ça s'est jamais vu. Et tu suggères 10 ans? Je suggère 10 ans parce que les humains comprennent lentement. Les humains, là, n'ont pas le monopole de l'intelligence. Un jour, on découvre que les insectes sont plus intelligents que les humains, qu'ils résistent mieux, qu'ils sont mieux organisés. Alors, moi, j'aime autant voir le pire pour préparer le mieux. Puis le mieux, vous savez, je suis partisan d'un anhistorisme. Je ne crois pas à l'histoire. Tout arrive maintenant. Et c'est projeté de tous les côtés par une sorte d'explosion du temps, par de multiples ouvertures,
où nos vécus de lointain passé nous apparaissent comme constitués maintenant comme des perceptions présentes affublées d'un coefficient archaïque d'ancienneté. Alors, pour moi, tout est maintenant. Je suis un véritable philosophe, mes amis. Je ne suis pas un professeur d'université qui raconte ce que des siècles de tradition ont raconté avant lui. Je suis un homme vrai. Il n'y en a pas de progrès. Et dans 1 million d'années, nous n'aurons même pas encore progressé. Il y aura des apparences de progrès. Il y aura des apparences d'évolution, mais tout est maintenant. Et parfois, il y a, comment pourrait-on dire, des failles dans la succession des momentum. Et c'est ainsi que l'on trouve parfois, dans une empreinte de dinosaures remontant à 60 millions d'années, une empreinte plus petite d'un pied d'homme moderne. Allez m'expliquer ça, vous, les scientifiques. Les scientifiques se trompent sur toute la ligne. C'est les philosophes qu'il faut écouter, pas les professeurs de philosophie, pas les membres du monde académique, les gens qui savent de quoi ils parlent. M'a-t-on compris?